C'est parti, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, très excité d'être là. Merci beaucoup à l'organisation de /dev/Montréal. Ça me fait vraiment hyper plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci de prendre le temps de venir aujourd'hui. C'est un talk en français, les slides sont en anglais parce que je vais utiliser pas mal de termes techniques des entrevues du GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Meta, Apple, Netflix, Datadog, you name it. Il y en a beaucoup. C'est vraiment un talk qui se focalise sur les top tech, mais c'est vraiment des conseils ou en tout cas mon point de vue pour plusieurs autres compagnies. Qui je suis? Je m'appelle Maxime David. Mes pronoms, c'est il et lui. C'est vraiment un talk que j'ai essayé de faire le plus inclusif possible. À la fin, il y aura un QR code pour le feedback. Si j'ai dit quelque chose qui ne sonne pas correctement, n'hésitez pas à me donner du feedback. C'est vraiment un point hyper important pour moi de faire attention à ça. Donc, merci beaucoup. En ce moment, je suis software engineer chez Amazon. Donc, j'ai déménagé à Dublin. Ça faisait 12 ans que j'étais à Montréal, mais j'ai déménagé à Dublin pour travailler avec AWS dans l'équipe des runtime de Lambda. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Lambda, mais je m'occupe de rien du tout. Je fais partie de cette équipe. J'adore l'open source. Donc, je suis très actif sur GitHub. J'adore contribuer à l'open source. Donc, si vous avez des questions aussi à propos de ça, je vais rester quasiment toute la journée ici. Donc, n'hésitez pas à venir me parler. Ça me fera très plaisir. Et je suis également speaker. Donc, j'ai eu la chance de donner plusieurs talks à des jugs, à des meet-up locaux, à reInvent, à des Vox. Donc, c'est vraiment, j'essaie de faire plus de choses. Et si vous devez retenir qu'une chose, c'est que j'adore les pains aux bananes. Donc, si jamais vous avez une bonne adresse à Montréal, donnez-la moi, s'il vous plaît. Je reste jusqu'à samedi, donc ça me fera plaisir. Ce talk-là, pour moi, c'est vraiment nouveau. C'est la première fois que je le donne. D'habitude, pour ceux qui me connaissent, c'est plutôt des talks techniques où il y a des live démos, du live coding, où je suis plus à risque, on va dire. Là, c'est vraiment nouveau pour moi, ce genre de talk. Donc, encore une fois, à la fin, le feedback, ça va être vraiment très bénéfique pour moi. Alors, pourquoi j'ai envie de faire ce talk? Évidemment, c'est pas du tout pour me la péter ou pour me mettre en avant. Le but, c'est vraiment de partager. Pourquoi? Parce que j'ai échoué un nombre incalculable de fois sur ces entrevues. J'ai raté 2 fois Amazon, 2 fois Google, 2 fois Spotify, 1 fois TripAdvisor, Twitter. Enfin, j'ai beaucoup d'échecs. Donc, j'avais pas forcément de stratégie pour me présenter correctement aux entrevues. Et donc, le but de ce talk, c'est vraiment de partager mon expérience honnêtement, les échecs, les réussites, et pouvoir, j'espère en tout cas, vous aider. Donc, petite question pour commencer. Qui, parmi vous, s'est déjà senti un peu mal après une entrevue en se disant « j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu mieux me préparer ». Ok, donc une fois et plusieurs fois. Ok. Donc, le but, vraiment, si vous devez retenir une chose de ce talk, et si ça marche, ça voudra dire que ce sera réussi, c'est comment raccrocher de l'interview et de se dire « je ne sais pas ce qui va se passer, mais au moins, j'ai donné mon maximum. Est-ce que je vais avoir le job ?» Ça dépend de beaucoup de choses, qui est en face, les candidats, le timing. Mais au moins, je suis fier de moi, j'ai réussi à faire ça, je me suis bien préparé. Donc, c'est vraiment dans ce mood-là que j'aimerais que vous ressortiez à la fin. Donc ça, il y a une partie où j'ai échoué beaucoup du côté de l'interviewee, donc la personne qui se fait interviewer. Mais j'ai eu la chance de conduire plus de 100 entrevues, donc à Datadog et chez Amazon récemment aussi. Donc ça m'a permis de voir l'autre côté des entrevues, comment les candidats arrivent, la diversité, comment aborder toutes ces questions-là. Donc c'est vraiment super intéressant et j'espère que je vais pouvoir vous transmettre ça. Pendant toutes ces entrevues, j'ai pu remarquer 2 thèmes principaux. Le premier, c'est que les candidats sont pas du tout bien préparés pour certaines raisons. On va y revenir, mais c'est vraiment l'axe majeur de ce talk aujourd'hui, c'est vraiment comment se préparer correctement. Et la deuxième partie, c'est le stress. Un candidat ou une candidate peut être vraiment hyper bien préparé, mais peut-être qu'il n'a pas assez visualisé l'entrevue, peut-être qu'il n'a pas fait ça dans les conditions du réel, peut-être que chez lui, il était tranquille, sans stress. Là, tout est chronométré, avec la pression du jour J, etc. Donc, c'est un sujet qu'on va aborder aussi. Également, si vous avez des questions à n'importe quel moment, interrompez-moi. Ce n'est pas grave si je ne finis pas le talk, c'est vraiment une zone d'échange. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, le format, ça va être vraiment, je vais vous décrire comme un guide étape par étape de ce que je juge bon, en tout cas, de faire pour pouvoir performer dans ces entrevues. Et ça va être ponctué de petites anecdotes
qui en général sont des grosses looses, mais je trouve que c'est important de communiquer là-dessus aussi. Donc, step 0, on est en informatique, alors évidemment, on commence à 0. Vraiment, il faut commencer par pourquoi. Pourquoi vous voulez postuler à cette compagnie? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est pour le fame? Est-ce que vous voulez vous prouver à vous-même que vous allez y arriver? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonnes raisons? C'est juste qu'il en faut au moins une parce que c'est quand même, ça demande quand même du temps de préparer tout ça. Il y aura des hauts, il y aura des bas, et quand vous serez en bas, c'est quand même bien de savoir pourquoi je fais tout ça déjà. Donc, essayez de commencer avec pourquoi. Et il y a un très bon livre de Simon Sinek sur Start with Why, pas du tout relié à l'IT, mais c'est quand même, pour moi en tout cas, une bonne façon de penser pourquoi on veut faire ça. Donc, je vais partager mon propre pourquoi. Pourquoi j'ai voulu changer de Datadog à Amazon? C'est qu'à Datadog, je m'occupais d'un service qui s'appelle Lambda et j'optimisais la durée d'exécution de certains composants. Et c'était une surcouche à Lambda. Et Lambda, c'est organisé par AWS. Donc, une fois que j'avais passé 3 ans à optimiser la couche Datadog, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de voir de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que j'ai appliqué dans cette team qui est à Dublin, donc j'ai dû déménager. Donc, c'est une petite histoire que j'ai pu raconter aux intervieweurs. J'ai l'impression que ça leur a plutôt plu. C'est assez cohérent. Donc, il y a aussi un petit côté storytelling. Il ne faut pas mentir non plus, mais si vous arrivez avec une petite histoire comme ça passe toujours mieux parce qu'une des premières questions qu'on va vous poser, c'est pourquoi maintenant ou pourquoi. Oui. Si la raison, la motivation est l'argent, oui. J'ai l'impression que c'est pas bien vu de dire ça. En effet, alors je recommanderais pas de dire dans la première minute d'une entrevue, je viens pour être blindé, j'ai envie de gagner plein d'argent. Ça peut être une raison intrinsèque, mais de toute façon, après c'est très personnel, je ne pense pas que ça soit possible de durer longtemps dans une compagnie aussi demandante qu'Amazon avec des contraintes, etc., juste pour l'argent. Ça, c'est ma conviction, mais je pense qu'il faut aussi autre chose. Mais je pense que c'est plus ça aussi. Ouais. En candidat libre ou il y avait réellement un poste? Non, il y avait un poste. J'ai appliqué un poste et on va voir ça. Donc, première étape, donc après l'étape 0, c'est quelle compagnie dans laquelle je veux travailler. Moi, je me suis toujours posé la question. À un moment, j'hésitais entre Datadog et Facebook. Et puis, je me suis dit, est-ce que je serais content dans la rue si j'avais un t-shirt Facebook? Oui, non. Ça dépend de la position de chacun. Mais c'est quand même important de se dire, est-ce que je serais à l'aise de travailler pour cette compagnie? Parce que voilà, vous allez parler en famille, à vos amis. Est-ce que vous êtes content de représenter cette compagnie? C'est des questions qu'il faut se poser. Pour quel level, pour quel niveau d'ingénierie vous postulez, manager ou ingénierie d'ailleurs. Tout ce qui est souligné, c'est qu'il y a une petite anecdote qui arrive. Où est-ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est à Montréal? Est-ce que c'est à Dublin? Est-ce que vous voulez travailler de chez vous? Regardez ça avant, ça paraît vraiment bête de le dire, mais regardez sur l'offre parce que c'est pas à la fin du processus quand vous aurez fait 10 entrevues. Ah, en fait, c'est à Austin, Texas, ben, je peux pas parce que j'ai pas du tout envie d'aller là-bas. Donc, ça paraît, j'enfonce des portes ouvertes, mais j'ai déjà vu des candidats qui ne savaient pas ça. Et enfin, dernière étape, renseignez-vous sur le process de recrutement, combien il y a d'entrevues, comment ça se passe, et là encore, très belle histoire qui s'en vient. Donc, c'est vraiment important de faire vos recherches. En 2013, donc ça, c'est la petite story pour quelle position. En 2013, donc, je sors de l'université de Sherbrooke, je n'ai aucune expérience en informatique, et je me dis, je vais postuler chez Google, j'avais envie, etc. Donc, il y avait plusieurs offres, et je vois staff engineer. Donc, pour moi, staff engineer, c'était un ingénieur qui travaillait avec le staff des équipes. Pas du tout. Staff engineer, c'est 10 ans d'expérience ou plus. C'est des génies. Évidemment, je n'avais pas du tout le niveau. J'ai postulé à ça. Je vous laisse imaginer la réponse que j'ai reçue. Ça n'a pas donné suite. Donc, c'est pas grave en soi. C'est genre juste, vous allez être déçu, tu reçois le… Et ça, je m'en suis rendu compte il y a même pas un mois en préparant le talk. Je me fais, oui, je me suis souvenu, j'avais été refusé là, j'ai relu le mail et je fais, pourquoi j'ai postulé à ça? Ça ne marche pas du tout. Donc, je ne sais pas s'ils ont des blocklists de candidats qui font n'importe quoi et qui ne recontactent pas après, mais je ne vous conseille pas de faire ça. La deuxième histoire, c'est sur le process de recrutement. J'avais passé les 2 premiers entretiens de TripAdvisor il y a 7 ou 8 ans, à l'époque où c'était quand même gros TripAdvisor, donc j'étais vraiment content. J'avais fait des live coding, on va y revenir.
Et j'avais été invité on-site, donc à Boston. Ils m'avaient payé l'hôtel, l'avion, le taxi. Moi, j'étais 2 ans d'expérience, j'étais trop content. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien. On-site, ça va être juste des questions de salaire, entretien RH, tout va bien se passer. Je suis arrivé, on m'a mis dans une salle, il y avait 4 intervieweurs, tableau blanc, feu de Velleda, questions techniques de code. Je n'avais rien préparé. Évidemment, j'ai pris 4 croix rouges. Jamais de la vie, j'ai travaillé à TripAdvisor. Donc, je ne sais pas comment c'est possible que je n'ai pas fait ma propre recherche de qu'est-ce qu'un on-site interview avec TripAdvisor. J'ai relu le mail, elle m'avait tout expliqué, la personne dans le mail. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ne faites pas ça parce que vous allez être déçus après. La deuxième étape, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas de choix, il faut y aller all-in. On ne peut pas juste envoyer un CV en se disant « de toute façon, je ne serai jamais pris ». Si vous-même, vous n'y croyez pas, ça va être dur de véhiculer cette image pendant l'entrevue. C'est un mot, enfin 2 mots, mais c'est hyper dur à faire, évidemment. On a tous un syndrome de l'imposteur. On se dit tous « ah mais non, mais je ne suis pas assez qualifié pour faire ça ». Si vous recevez une invitation pour une entrevue, c'est que vous êtes jugé sur ce que vous avez proposé. Donc, vous avez autant de chances que tout le monde. Donc, il faut vraiment y croire. Entourez-vous des bonnes personnes. Des amis, c'est fait pour ça aussi. C'est toujours plus agréable. Une demi-heure avant une entrevue, on reçoit plein de messages. Let's go, est-ce que tu vas y arriver? Aucun message parce que vous avez dit à personne que vous vouliez faire ça, parce que vous avez peur de l'échec, etc. J'étais comme ça avant, j'ai changé de mindset et c'est beaucoup plus agréable. Tu viens de raccrocher, c'est pas très bien, tout le monde te demande alors comment ça s'est passé. C'est des petites choses, mais ça fait du bien. Troisième étape, c'est vraiment le plan, la planification. Petite histoire qui s'en vient aussi avec ça. Si j'envoie mon CV aujourd'hui et que j'ai une réponse demain, est-ce que je suis prêt à faire l'étape suivante? Si c'est oui, tant mieux. Ça veut dire que vous êtes bien planifié, etc. Si vous êtes dans un rush pour réviser le coding, etc., ça ne va pas bien se passer. Parce que, petite histoire, donc j'ai envoyé mon CV il y a plusieurs années dans une grosse compagnie IT. Évidemment, je n'avais pas du tout le bon mindset. Je me suis dit, je ne vais jamais être contacté. Ils m'ont contacté le lendemain pour faire un online assignment. Donc, on va y revenir un petit moment. C'est un exercice de code en ligne. J'avais 7 jours pour le faire, sauf que le soir même, je partais en Espagne pour un trip, business trip. Donc, je devais rencontrer une nouvelle team, travailler comme un fou toute la semaine. Je n'avais pas du tout le temps de réviser. Je vous laisse imaginer comment ça s'est terminé. Pas super bien. Donc, planifiez vos choses. Sinon, ça paraît vraiment bête à dire, mais si vous êtes mal pris avec le temps, c'est pas top. Quatrième étape, et c'est l'étape la plus conséquente, évidemment, c'est l'étude, les révisions. Et là, vous allez vous dire, mais attends, tu avais une question, excuse-moi? Non? Ok. Mais attends, j'ai toujours pas envoyé de CV, je ne sais même pas si je vais avoir un entretien, pourquoi je devrais commencer à réviser? Alors, personnellement, je trouve que toute la matière qu'on va étudier, j'y viens dans un instant, c'est super intéressant. Si vous êtes des passionnés de l'informatique, si vous voulez travailler dans des top tech, j'ai quand même l'impression que ça vous passionne, ce genre de questions. Donc, c'est jamais des choses qui sont perdues. Vous allez voir du design interview, vous allez voir du live coding, des data structures, des algorithmes. C'est jamais perdu. Donc, même si vous révisez pendant 2 mois et que vous n'avez aucune touche, c'est peut-être pas le bon moment et vous reviendrez plus tard. Et c'est la vie, c'est difficile. Je ne vais pas vous faire croire qu'il suffit d'envoyer un CV et que ça marche. Mais il faut quand même réviser en amont parce que la quantité d'informations à ingurgiter est trop grosse pour se dire on verra bien si ça marche. Il me reste 2 semaines pour tout réviser. Ça va être difficile. J'ai fait ça va pas. Donc maintenant, on va passer aux différents types d'interviews que vous pouvez avoir. Donc le premier, c'est online assignment. On peut traduire ça par c'est un exercice de code. D'ailleurs, j'ai la définition après. C'est un exercice de code qui est timé. Donc en général, c'est 45 minutes, 1 heure. Et là, vous êtes vraiment tout seul devant votre ordi. Quelqu'un vous envoie un lien. Vous avez un petit IDE comme si vous étiez dans des conditions d'interview. Mais par contre, il n'y a personne en face. Donc, c'est vraiment à vous de bien comprendre le problème, le relire 10 fois s'il faut. Et en général, il y a des tests unitaires qui sont roulés contre votre code. Donc, les questions, je peux donner un petit exemple, par exemple, ça peut être ça. Vous devez calculer le nombre de caractères qui ne se répètent pas dans une string. Donc, ça paraît tout simple, mais bon, si on ne s'est pas trop entraîné avec, ce n'est pas en 1 heure, avec le stress, etc. Donc, LeetCode, c'est une plateforme qui vous permet
de vous entraîner là-dessus. J'y reviens dans un moment. Mais c'est ce genre d'exercice pas très compliqué. Ouais. C'est une très bonne question. Si tu me permets d'en parler à la fin, mais j'ai une slide sur ça. Donc, c'est ça, c'est l'exercice timé. Évidemment, on va être un peu stressé, peut-être qu'on n'a pas la solution. Et si on n'a pas la solution, n'oubliez pas que, en général, ça dépend des compagnies, mais c'est un humain qui va corriger ça. Si vous avez une certaine note, si un certain nombre de tests unitaires passent, à la fin, il va y avoir un humain qui va regarder ça. Donc, si vous avez pensé à une idée de génie dans les 3 dernières minutes et vous avez peur de tout casser votre code et se dire « Ah ben non, mais si je soumets ça, ça ne va jamais marcher », utilisez des commentaires. Parce que la personne qui va relire cet online assignment, il va se dire « Ah ok, il a utilisé, je ne sais pas, une hashmap, il aurait pu utiliser une intersection de 7, il m'a mis un petit commentaire, je vois son cheminement d'idées. » Donc, je vous encourage vraiment, moi, c'est ce que j'ai personnellement fait. Je me suis rendu compte 5 minutes avant, ah, j'aurais pu faire comme ça. J'avais trop peur de casser mon code, j'ai mis des commentaires. Est-ce qu'on les a lus, est-ce qu'on les a pas lus, je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis senti bien en me disant, j'ai soumis, si quelqu'un regarde, c'est toujours mieux d'en mettre que pas d'en mettre. Deuxième exercice, donc ça, en général, c'est vraiment la première étape pour, évidemment, filtrer les candidates et les candidats. Donc, c'est le online assignment. Si vous êtes après convié à un live coding, après, ça arrive vite, hein, c'est genre une semaine après, moi, c'était 10 jours après. C'est dur en 10 jours de manger du lead code matin, midi et soir sans être stressé. Donc, si vous avez planifié avant, c'est plus facile. Live coding, c'est quasiment pareil que le online assignment, sauf que vous avez un humain en face de vous. Et l'humain, il est là pour vous aider. Donc, en général, la question est un peu plus difficile, mais le but, c'est vraiment pour vous de lui faire… Alors, il y a aussi un petit jeu d'acteur, parce que parfois, c'est vraiment une question lead code que vous avez déjà vue. Évidemment, c'est tout un petit jeu d'acteur. Ah, comment je vais pouvoir le résoudre alors que vous savez très bien comment le faire. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Pardon, je pense qu'il y a une question. Il faut vraiment pratiquer. Le live coding, c'est vraiment un exercice très difficile, mais plus vous vous entraînez, plus vous allez être performant le jour J. Et qu'est-ce que l'intervieweur cherche quand il va vous évaluer sur le live coding? Le premier truc, c'est le problem solving, c'est-à-dire la capacité que vous avez à prendre un problème. Donc, si on reprend ce problème, comment, si vous devez l'expliquer en français, comment créer un algorithme pour résoudre ce problème? Et là, on ne parle même pas de code. C'est vraiment, ça peut être n'importe qui peut se poser la question. Ça n'a rien à voir avec vos facultés de coding, c'est vraiment problem solving. Et ça, à mon sens, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Donc, au début, si vous êtes sur LeetCode, peut-être que ne passez pas trop de temps à implémenter la solution, juste à réfléchir, est-ce que je trouve le problème? C'est ça qui est vraiment très important. Une fois que vous avez ça, après, il y a la capacité de prendre ce problème et de le traduire en code. Ça, c'est super important aussi pour l'intervieweur. Mais est-ce que ça compte plus ou moins que le problem solving? Moi, je pense que ça compte beaucoup moins. En tout cas, nous, on l'évalue dans différentes compagnies. C'est plus facile d'apprendre à quelqu'un de se dire, tu as cette idée, tu la codes. Ça, c'est vraiment des choses, c'est des gammes qu'on peut répéter encore et encore. Et c'est plus facile de faire ça. Le troisième point, c'est vraiment la communication. N'oubliez pas que votre intervieweur, en général, c'est quelqu'un qui va être dans votre team si jamais vous êtes accepté et si vous acceptez l'offre. S'il n'arrive pas à communiquer avec vous, il va vous donner du feedback. Il va vous dire « Ah, t'es sûr, ligne 33, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème ?» Si vous êtes là, genre « Non, j'écoute pas » ou « Je suis tête dans mon clavier », ça va pas bien se passer. Donc, la communication, c'est vraiment hyper important. Et même quand vous êtes en train de résoudre le problème, il faut donner à manger à l'intervieweur pour qu'il puisse rebondir, pour qu'il puisse vous aider, pour qu'il puisse vous aiguiller. En général, on conseille toujours je me mets à la place du candidat, j'explique comment je vais faire et j'essaye de sonder l'intervieweur. Does it sound good to you, etc. pour essayer d'avoir comme une petite approbation avant de me lancer dans le code. Le quatrième point, c'est la performance de votre algorithme. Et ça, en général, c'est, j'ai envie de dire, surcoté. Tout le monde pense qu'il faut absolument avoir la meilleure performance en time et en complexity pendant le live coding. C'est pas vrai. On a 45 minutes, tout le monde est stressé. Le problème, on l'a jamais vu. On va pas arriver avec un nouvel algorithme du feu de Dieu. Brute forcer ça dès le début. Si ça fonctionne, vous aurez du temps pour discuter. Et parfois, juste, encore une fois, l'aspect principal, c'est le problem solving. Donc, si vous arrivez à résoudre le problème avec une complexité atroce, c'est OK.
Et après, vous avez du temps pour discuter avec l'intervieweur. Bah là, j'ai fait ça, mais je pense que j'aurais pu faire ça, etc. Si vous avez déjà montré à l'intervieweur que vous êtes capable de le résoudre, de le traduire en code, de bien communiquer, la performance, ça devient anecdotique. En tout cas, dans les premières étapes du recrutement. Ensuite, évidemment, il va vous demander des questions sur le space and time complexity, donc la complexité en temps et en espace. Donc ça, c'est le Big O notation. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais par exemple, je sais pas, mettre un élément ou retrouver un élément dans une hash map, c'est O de 1. Est-ce que c'est vraiment O de 1? Est-ce que vous êtes capable de l'expliquer? Ça dépend du niveau de seniorité dans lequel vous appliquez. Dire que c'est O de 1 pour un map retrieve, c'est OK. Si vous appliquez à des postes un peu plus seniors, il va y avoir des questions un peu plus tricky. Comment ça marche, les collisions. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment bien s'équiper pour tout ce qui est analyse de complexité en temps et en espace. Et enfin, les trade-offs, ça, pareil, ça dépend du niveau de seniorité, mais je vous encourage vraiment, à chaque fois que vous proposez un algorithme, donnez les trade-offs. Ah bah là, peut-être que je prends un exemple, je veux avoir une requête qui est extrêmement rapide. Ah bah, je vais mettre un index et hop, ça va être super rapide. Peut-être que non, parce que j'ai une contrainte en espace mémoire. Créer un index, ça prend du temps, il faut le mettre à jour, ça prend de l'espace disque. Donc, je vais créer un index, ma requête sera plus rapide, mais je vais devoir acheter plus de disques durs. Donc ça, c'est quand même cool de pouvoir parler de ça avec l'intervieweur. Chaque fois que vous donnez un truc, chaque fois que vous affirmez quelque chose, et bah, essayez de balancer en fonction de vos connaissances. Et ça va impressionner l'intervieweur. Si vous êtes le seul de tous les candidats à faire ça, bah, il va mettre une petite note en votre faveur. C'est des petites choses, mais c'est super important. Donc ça, c'est pour le live coding. Comment se préparer au live coding? Donc là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est bête et méchant. Il faut vraiment manger du lead code avec plusieurs. Donc, j'ai essayé de regrouper ça en plusieurs catégories. Il y a tout ce qui est tableau et des fenêtres glissantes. Il y a plein d'algorithmes. Typiquement, on a vu ici, là, ça ressemble pas mal à une fenêtre glissante et un tableau. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. À la fin, je peux même vous donner des numéros de lead code si vous voulez. Il y a tout ce qui est arbre binaire de recherche, les trees, les listes, donc les listes doublement chaînées, simplement chaînées, les tables, les piles, la programmation dynamique. Ça paraît beaucoup, mais il y a quand même un ensemble fini de problèmes qu'on retrouve souvent et il ne faut pas les apprendre par cœur. Il faut juste voir, oh, je vois ce problème, ça ressemble à un problème que j'ai déjà vu et après, je vais pouvoir adapter la solution. Parce que si vous apprenez un truc par cœur et que le jour J, ce n'est pas ça, c'est perdu. Donc, essayez vraiment de varier ça. Et un biais qu'on a souvent, c'est que, je ne sais pas, par exemple, j'adore les arbres binaires de recherche. À chaque fois que je fais un exercice là-dessus, je le réussis. Donc, je vais en faire plein et je vais être en super confiance pour les arbres binaires. Super, mais si vous tombez sur un dynamic programming, ça ne va pas le faire. Donc, il faut vraiment se forcer à se dire et reconnaître ses faiblesses. Genre, je n'arrive jamais à faire du dynamic programming. Et pendant une semaine, je fais que ça. J'essaie de comprendre vraiment comment ça marche, etc. Donc, préparez-vous avec des lead codes. J'en ai déjà parlé, Space and Time Complexity, vraiment sur toutes les structures de données, il faut connaître par cœur, sur le bout des doigts, on ne peut pas se permettre de taper à côté pour un intervieweur, ça c'est un gros drapeau rouge. Si on se trompe là-dessus, là c'est vraiment du par cœur, il n'y a rien à savoir, il faut juste savoir l'expliquer, donc là il n'y a pas trop d'excuses. Et les trade-offs, j'en ai parlé. Ça c'était pour le live coding, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Quand tu dis live coding, tu vas en parler dans le design interne. Ouais. Le live coding, c'est aussi tableau blanc et. Ouais, c'est exactement, c'est exactement pareil. Soit tu as un feu de Velleda, tu as l'intervieweur face-to-face et tu discutes avec lui, soit tu es sur, t'es sur un espèce de Notepad++, Google Drive partagé et tu codes. Et selon les compagnies, tu vois, par exemple à Amazon, tu peux même pas compiler ton code. Donc, j'ai oublié de préciser ça. On s'en fout que tu oublies un point-virgule. C'est pas grave si tu as oublié une braquette. C'est clairement pas ça qu'on regarde. On veut savoir est-ce que tu as la bonne mentalité pour résoudre un problème. Si tu te souviens plus de split, est-ce que c'est une virgule, machin. Ils s'attendent à ce que tu écrives le code sur le Velleda ou que tu apportes une approche. Non, c'est vraiment live coding, il faut que tu codes. Parce qu'en tant que software engineer, si tu appliques à un software engineer, 50% de ton temps, ça va être du code. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de se dire, il ne sait pas coder. Donc, c'est vraiment la qualité principale, c'est problem solving. Et après, est-ce que d'un problème, tu arrives à trouver la solution? C'est bon?
On va passer au design interview. Moi, c'est mon petit préf de la boucle. C'est vraiment là où on va pouvoir, en général, c'est vraiment ça qui va basculer sur votre degré de seniorité. Parce qu'un lead code, tout le monde peut passer des heures et des heures à réviser ça et à réussir cette entrevue. Le design interview, en général, ça s'apprend évidemment, mais c'est en fonction des années d'expérience, selon ce que vous avez vu, etc. Donc, qu'est-ce que le design interview? Encore une fois, c'est time-based, donc en général, c'est 1 heure. Et c'est un exercice de design extrêmement flou. Ça dépend des compagnies, mais par exemple, je vais vous en donner un. Aujourd'hui, on veut dessiner le système IT des parkings à Montréal. Et ça va être juste ça la question. Et vous avez 45 minutes pour dessiner une architecture détaillée de ça. Alors évidemment, il y a des candidats, hop, feu de Velleda, c'est parti, je commence à dessiner. Mais ça dépend. Combien il y a de voitures, combien il y a de sites. Est-ce que c'est juste à Montréal? Est-ce que demain, je veux ouvrir ça à Ottawa? Est-ce qu'il faut de l'authentification? Comment ça fonctionne? Est-ce que le critère principal, c'est de jamais perdre un ticket de parking ou c'est moins d'1 seconde pour qu'une voiture sorte du parking? En fonction de tout ce que vous allez poser comme question, votre système design va devenir de plus en plus petit. Et le but, c'est vraiment d'arriver à peut-être 1 ou 2 fonctionnalités que vous allez pouvoir couvrir en profondeur pendant tout le design. Si vous partez dans tous les sens, vous allez être approximatif sur tout et ça ne marchera pas. Donc, le but, encore une fois, là, pour le coup, c'est vraiment une discussion. Donc, c'est pas il y a un problème, il y a une solution. Pour la même question, si je demande à 10 personnes, vous aurez peut-être 10 solutions différentes et pourtant toutes valides parce que vous avez des contraintes différentes. Donc, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Il y a quand même des mauvaises réponses, il y a des anti-patterns d'architecture, mais là, c'est vraiment plus une discussion. Et encore une fois, la pratique va vous aider. Et l'avantage de s'être mis dans un mindset positif au début, si vous en avez parlé à vos amis, vous allez pouvoir faire des répétitions avec des amis. Donc, merci Farid, puisque pendant mon expérience personnelle à Amazon, j'ai essayé de me mettre dans des situations de design interview, de behavior interview, on y arrive aussi. Pratiquer ça parce que le jour J, ça sera plus facile de se dire je l'ai déjà fait avec quelqu'un, il va pouvoir vous donner du feedback, etc. Donc, le design interview, c'est hyper long à se préparer. Donc, moi, je vous conseille ce bouquin. Promis, je n'ai pas d'action dedans, mais je le conseille à tout le monde. C'est vraiment pour moi la Bible du design interview. Il y a plusieurs catégories, donc je ne vais pas passer sur toutes, mais c'est vraiment la base de designer un système à haute échelle. Donc, je vous conseille fortement. C'est pas facile à lire, on ne va pas se mentir. Vous n'allez pas mettre 2 jours pour le lire. Il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de petites histoires, etc. D'ailleurs, j'en reviens. Et j'ai une petite histoire. Moi, je ne l'ai pas du tout fait ça. Je l'ai commandé 2 semaines avant la date de mon design interview. J'ai passé les pires 2 semaines de ma vie. Genre, je l'ai lu je ne sais pas combien de fois, stabilo, je prenais des notes. Et c'était vraiment genre, je bourrais mon cerveau d'informations. Je vous déconseille de faire ça, c'est vraiment horrible. Je m'en souviendrai longtemps de ce livre. Et évidemment, maintenant, j'ai perdu beaucoup de connaissances là-dessus parce que j'ai vraiment fait du bachotage pour le design. Et c'est vraiment dommage parce que c'est hyper intéressant. Juste avant de passer là-dessus aussi, c'est tellement large le système design que ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de piéger un peu l'intervieweur. C'est-à-dire si vous êtes hyper chaud sur les configurations DNS ou sur la configuration d'un load balancer, essayez vraiment d'orienter les questions sur ça, de faire semblant de ne pas trop connaître et après d'essayer de vraiment mettre l'intervieweur dans un rabbit hole, je ne sais pas trop comment traduire ça en français, mais dans une perte de temps pour lui de folie, mais vous allez continuer à donner des bonnes réponses et lui, il sera content. Et à la fin de l'interview, il va se dire « Ah zut, je n'ai pas parlé de ça, mais il ne pourra pas vous pénaliser parce que c'était à lui ou à elle de vous rediriger sur quelque chose de plus large. Donc, c'est pas mal de prendre des petites histoires dans chacun de ces catégories et d'essayer de piéger un peu l'intervieweur. C'est le jeu aussi. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Mais quand ça marche, c'est quand même assez cool. Évidemment, les trade-offs, super importants. Dès que vous allez dessiner quelque chose, par exemple, je ne sais pas, je parle du load balancer. J'ai une application, je me dis, j'ai 10 minutes, ok, merci. J'ai un load balancer, j'envoie mes requêtes, je vais partir sur du round robin, c'est-à-dire j'ai 10 serveurs. Chaque fois que j'ai une requête, boum, 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 tout va bien. Sauf que peut-être que mon microservice derrière, il avait 2 routes. Une route où je téléverse un énorme document
et l'autre route qui fait un appel DB. Si je n'ai pas de chance avec mon round robin, à chaque fois que je vais faire la première requête, je vais aller sur le serveur 1, il va être totalement KO. Donc, ce n'est pas un bon système si jamais mon API derrière a que 2 routes. Là, je vais pouvoir parler d'un autre algorithme de distribution de la load sur le load balancer qui est demande-moi le CPU de tous mes serveurs et route la requête sur le CPU qui a le moins de capacité. Donc, les deux solutions sont bonnes. Dans un design, le round robin, c'est parfait. Dans un autre, c'est terrible. Donc, c'est vraiment que des trade-offs. C'est un exemple, mais à chaque fois que vous apportez quelque chose, parlez du trade-off. Donc, comment aborder un système design? Pour moi, il y a 6 grosses étapes. La première, c'est toujours ce qu'on appelle back of the envelope calculation. C'est vraiment, avant même d'aller dans le design, on essaye de calculer un petit peu, par exemple, la taille que ça va prendre pour stocker tous mes utilisateurs. Donc là, si je reprends mon parking lot à Montréal, j'ai 10 000 utilisateurs par jour. Ces utilisateurs sont uniques, ils ont un nom, un prénom. Un nom, c'est 16 bits, un prénom, c'est 16 bits, un âge, un ID, j'essaye de calculer ça. Donc là, il faut vraiment connaître bien ces puissances de 10, les tailles des structures de données de base, un char, un bit, un bool, une string, ça, vous devez connaître par cœur. Et puis après, vous faites des calculs. Et ben voilà, mes 10 000 utilisateurs par jour pendant 10 ans, j'ai besoin de 10 terabits, 10 terabytes de data. Donc, comment je vais les stocker? C'est déjà un petit début de conversation. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, essayez de regarder si c'est plutôt heavy read ou heavy write. Est-ce qu'il y a beaucoup de lecture ou beaucoup d'écriture sur mon service? Par exemple, je ne sais pas, si je prends, je sais pas, quelque chose comme Netflix. Netflix, c'est heavy read. Tout le monde consomme, consomme de la vidéo. Il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent. Donc, évidemment, votre système va être différent. Donc, ça, c'est hyper important. Et ensuite, vous dessinez l'architecture globale. Et après, donc c'est vraiment un pick and choose. Donc, c'est vraiment votre intervieweur ou vous qui essayez de le diriger sur des composants que vous gérez un petit peu mieux, etc. Le trade-off, comme d'habitude, ça, c'est hyper important. Et enfin, j'insisterai jamais assez, peut-être parce que j'ai travaillé chez Datadog, mais le monitoring, c'est hyper important. Vous ne pouvez pas sortir d'un design interview sans avoir parlé de monitoring. Ce n'est pas possible. Vous allez être pénalisé là-dessus. Il y a plusieurs options. Soit on la porte à la fin, une fois que le diagramme est fait, qu'est-ce que je vais regarder, quelles métriques, les logs, les traces, le profiling, comment je vais monitorer tout ça. Ce n'est pas trop ce que je conseille. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est dès que vous mettez un composant dans l'architecture, parlez tout de suite des métriques. Donc, par exemple, je mets un cache Redis. Qu'est-ce que je vais monitorer? Le nombre de hits, le nombre de miss. À chaque fois que j'ai une requête, est-ce qu'elle va aller sur le cache? Est-ce qu'elle ne va pas aller sur le cache? Je vais me créer un dashboard, un tableau de bord immédiat pour me dire si mon degré de hit dépasse 10%, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tout de suite, dès que vous parlez d'un composant, pensez au monitoring. Même si c'est basique, même si ce n'est pas exactement la réponse à la question que l'intervieweur pose, au moins, vous avez tout de suite une mentalité de monitoring et ça, en général, ça marque des points. Le résumé, je vais passer un petit peu parce qu'il nous reste plus tant de temps et j'aimerais vraiment qu'il y ait des questions. Et donc, la dernière étape, c'est vraiment, c'est l'heure de show must go on. Vous êtes prêts? Maintenant, il faut y aller. Donc, les petits exercices de visualisation, c'est pas mal. Vous pouvez vous dire mentalement, aujourd'hui, je fais mon interview, je vais me connecter sur Zoom, je fais ça, j'ai mes 2 écrans, j'ai mon petit cahier, j'ai mon stylo. Je l'ai déjà fait avec un ami avant. Donc, ça va vous aider, ça va vous permettre de moins stresser parce que vous avez l'impression de l'avoir déjà fait. Mock interview with a friend. Donc, comme je disais, s'entraîner avec quelqu'un de votre famille, un ami, quelqu'un qui est dans la même situation que vous, peut-être pas pour le même poste. Et enfin, et ça, je le dirai jamais assez, le recruteur, c'est vraiment, ou la recruteuse, c'est vraiment votre meilleur ami. Posez-lui des questions. Le but, une fois que vous êtes dans le processus de recrutement, il y a déjà beaucoup de temps et beaucoup d'engineering time qui a été pas gaspillé, mais qui a été là pour vous. Donc, le but pour eux, c'est que ce soit vous le candidat qui soit en succès. Donc, il faut vraiment poser plein de questions. Si elle ne peut pas vous répondre, s'il ne veut pas vous répondre, ça ne répondra pas. Mais n'hésitez pas. Ces personnes sont là pour vous aider. Et en général, c'est hyper bienveillant. Voilà, la dernière étape, c'est la step -1. C'est le network. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous encourage vraiment à rejoindre des communautés. Imaginons que vous voulez travailler pour Amazon. Peut-être qu'il y a des repos open source sur GitHub qui ont des issues, qui ont des pull requests qui sont en attente d'être reviewés. Commencez à contribuer.
peut-être que ça va vous créer des liens forts, peut-être même que vous allez trouver un référent, donc quelqu'un qui va vous coopter directement. Et donc là, forcément, c'est plus facile. Ça prend du temps, mais je pense que c'est vraiment très important de faire cet effort-là. Si vous voulez vraiment le job, mettez toutes les cartes de votre côté. Donc ça, c'est le résumé. Commencez avec votre pourquoi, faites un peu de recherche, mettez-vous dans une mentalité de gagnant ou de gagnante, planifiez tout ça, révisez, faites votre CV, j'en ai pas trop parlé, mais on peut en parler après si vous voulez. Et à la fin, c'est show must go on, vous devez performer à votre pic parce que vous êtes prêt, parce que c'est vous le meilleur ou la meilleure. Donc voilà, merci beaucoup. Du temps pour une petite question? 5 minutes de questions, c'est parfait. Ouais. Les conférences que tu as animées précédemment, ah bah c'est sûr, là, l'année dernière, j'ai eu la chance de donner un talk à reInvent, donc c'est la grosse conférence d'Amazon à Las Vegas, et c'est là où j'ai rencontré la personne qui m'a coopté pour mon job actuel. Donc elle est venue voir ma conférence, on a beaucoup discuté, et après j'ai fait des contributions open source dans ce repo, et à la fin, j'ai vu sur son LinkedIn qu'il postait cette offre-là, et donc je l'ai contacté, il m'a dit, mais attends, peut-être que je peux te référer, et je sais pas quel poids ça a eu dedans, mais forcément, ça peut pas ne pas aider, on va dire. C'est sûr que le recruteur ou la recruteuse, si elle connaît déjà ton nom au moment de lire le CV, c'est toujours mieux. Quand tu as un référent, en général, il y a un humain qui regarde ton CV. Donc, ouais. La proportion de personnes qui avaient en face de toi sur le poste, la concurrence. Ouais, malheureusement, c'est pas des informations publiques. Et là, le but du talk, qui n'est d'ailleurs pas sponsorisé du tout par AWS, c'est vraiment de partager mon honnête expérience sans gâcher le processus. Donc, je parle pas des questions que j'ai eues, je donne pas d'inside information, mais non, il y a pas c'est pas trop public. Non. Non, alors, t'es pas face à 500 personnes, tu es face à beaucoup moins. En fait, ça s'écrème au fur et à mesure du processus. Donc, peut-être je ne l'ai pas détaillé, mais j'ai eu un online assignment, 2 phone screens et après 6 entrevues la même journée. Donc, au fur et à mesure, sur une même journée. Ouais. Bah, moi, j'ai eu de la chance que j'étais à Montréal, donc ils l'ont splitté en 2 fois 3 heures, mais normalement, c'est 6 heures la même journée. Donc à chaque fois que tu avances, il y a des personnes en moins, quoi. Et comme je te dis, quand tu arrives au panel final, ils ont vraiment envie que tu réussisses. Donc, tout le monde est hyper bienveillant pendant les entrevues. Bon, après, il faut que tu fasses le job, évidemment, mais il n'y a pas de piège. Ils ne sont pas là pour te casser en deux. Tout le monde est hyper bienveillant. Et moi, ça m'a même surpris. Je ne sais pas pourquoi, mais on a toujours cette image de ça va être hyper dur et tout. Pas du tout. C'est des questions, si tu es bien préparé, il n'y a pas de problème. T'es resté en 2 semaines, tu n'aurais pas dû le faire. Dans le lead code, tu as préparé. Ah ouais, non, mais en fait, comme j'ai essayé de l'expliquer, ça fait vraiment longtemps que je veux faire ça. Donc, j'avais commencé des lead codes, j'ai un peu arrêté. Donc, et c'est pas des choses que tu perds une fois que tu as un peu l'idée de comment ça fonctionne. C'est juste, ouais, sur le système design, je me suis vraiment mal pris. Et c'est pour ça que je me dis, j'espère vous avoir convaincu de ne pas faire ça. Ouais. Alors, il y avait Arthur. Souvent, le job derrière était à la hauteur de ça, c'est une excellente question. Pour moi, pas du tout. Pas du tout. Ce que je fais au jour le jour, oui, ça demande du problem solving, etc. À ce point-là, je suis pas sûr. Mais je pense, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi, mais je sais pas comment tu pourrais trier entre guillemets les candidats autrement. Malheureusement, il faut une barre. Il faut que les gens soient au-dessus de la barre. Est-ce que tu as reconnu les autres processus, les autres entreprises? Je suis passé à Google et ouais. tu as reconnu alors en fait, allégé parce que tu as fait déjà Google. Alors non, tu vois, même en interne, ouais, ça j'ai le droit de le dire. Même en interne, si tu veux changer de poste en interne, tu repasses toute la loupe, les six entretiens. Et il n'y a pas de cadeau. C'est juste que après un an, enfin moi ça a été un peu plus rapide, mais tu donnes des entrevues pour Amazon, donc tu connais le process sur les bouts des doigts, tu pars quand même avec un sacré avantage. Parce que t'en fais, c'est comme tout, plus tu t'entraînes, meilleur t'es. Forcément, tu as un edge comparé à quelqu'un qui n'a pas suivi cette formation.